On va se transporter vers la Suisse maintenant, à Lausanne plus particulièrement, où nous allons retrouver Christophe Grognon. Christophe est professeur à la Haute École fédérale de formation professionnelle à Lausanne depuis 2012. Il a contribué à un ouvrage sur l'émancipation qui est presque prêt ou pourrait sortir à l'automne. Il va pouvoir nous confirmer l'état d'avancement de la préparation de cet ouvrage. Il va tenter de montrer que la compréhension et l'appropriation, voire l'adhésion à, par les apprenants, des référents ou du référentiel, permet une chose essentielle à leur émancipation, c'est-à-dire la capacité à s'auto-évaluer de manière éclairée. Il expliquera au passage, j'imagine, le néologisme d'émancipation. Et puis il va s'appuyer sur un exemple, bien sûr, la création d'une montre. À vous, Christophe. Eh bien, merci beaucoup. Je vais lancer le partage d'écran, là, qui devrait être fait avec le diaporama. Bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation. Je vais effectivement vous parler d'émancipation, une émancipation grâce à l'évaluation pour rebondir sur les propos de Lucie, pour avoir une autre issue à l'évaluation. Je vous partagerai tout à l'heure la présentation que je vais utiliser. Il y a beaucoup d'informations dedans. Il y a aussi des vidéos que je ne vais pas utiliser durant la présentation, mais vous pourrez retourner dessus ensuite. En fait, l'exemple que je vais vous présenter dans quelques minutes, c'est un exemple dans lequel l'évaluation va être au service de l'émancipation en s'appuyant sur plusieurs leviers. Tout d'abord, permettre aux étudiants de comprendre le référentiel, oui, mais peut-être même de construire le référentiel avec les enseignants. Donc, d'être impliqué activement dans ce travail qui va permettre ou pas, c'est important de s'en rappeler, d'analyser son activité pour essayer, ou son travail, pour essayer de le rendre conforme à un attendu ou en tout cas à la décision d'attendu que la personne se fixe pour elle-même. Mais avant de démarrer sur cet exemple, j'avais envie de revenir sur une petite image ici et de se dire finalement, quand on évalue la vitesse de ces rameurs, c'est plus une idée de valeur, c'est plus une idée de savoir quelle était l'intention de ces différents rameurs. Est-ce que c'était d'aller vite ou d'avoir du plaisir? Est-ce que c'était d'avoir du plaisir à aller vite? Ou est-ce que c'était de se promener et de profiter de la nature? Et en fait, différents systèmes de valeurs vont toujours venir en concurrence dans un système d'évaluation. Notre évaluation scolaire a tendance à s'arrêter sur la partie basse de ce schéma, comparer un référé, donc ce que j'ai fait, à un référent, ce que j'attendais, pour le mesurer, pour lui donner du sens, mais sans tellement questionner le système de référence, donc le système de valeurs qui se cache à l'arrière. L'expérimentation dont je vous parle maintenant, elle s'appuie sur un modèle didactique en 3 axes. Ce sont les 3 parties de flèche. On part toujours d'une situation. Ici, ce sera créer une montre de sport, analyser le travail, comment est-ce que l'on s'y prend pour créer une montre de sport selon les canons de l'horlogerie. Puis, sur la partie de droite, se mettre en activité et créer sa montre de sport pour, dans la partie centrale, être capable d'auto-évaluer ou d'évaluer, d'auto-évaluer sa production par rapport aux attendus. Je vais revenir en détail sur chacune de ces étapes. Ce qui est important dans ce modèle, c'est que par rapport au triangle de l'évaluation de Lecointre que je montrais il y a quelques minutes, on est bien sûr mettre en dialogue les valeurs que l'on veut sur lesquelles on veut s'appuyer par rapport à un genre professionnel qui peut être considéré comme étant le référentiel ou le référent, et par rapport à ma propre production que l'on va appeler le style. L'expérimentation, maintenant, on y vient. On est chez les designers en horlogerie, dans une petite école de La Chaux-de-Fonds, et le travail dans ce cours, c'est un travail par mandat. L'enseignant demande aux étudiants de créer une nouvelle montre de sport. Chaque étudiant va devoir choisir la marque horlogère qu'il va représenter. Chaque étudiant a une marque différente. Puis, une fois la marque choisie, il va devoir créer une montre de sport tout en respectant l'ADN
Donc, ce qui définit la marque de montre en question, et tout en veillant à la faisabilité du produit. Vous avez par exemple ici sous les yeux la marque Ebel avec sur l'image de droite un signe de l'ADN qui sont les 5 vis qui sont autour du cadran et qui sont une marque de fabrique de la marque Ebel. Alors le travail va se dérouler selon ce schéma en 3 temps. Dans l'exemple que je vous montre, on a respecté 1, 2, 3, c'est-à-dire 1, analyser le travail, 2, se mettre en activité, et 3, évaluer, auto-évaluer et faire de l'évaluation mutuelle entre apprenants des productions. Mais ce rythme 1, 2, 3 n'est pas obligatoire et dans certains métiers dans lesquels on utilise également ce modèle, on commence plutôt par une mise en activité avant d'aller analyser le travail d'un pair ou d'un expert. Dans la classe de Julien Le Bolloc, c'est l'enseignant de cette classe de designer, on se retrouve donc avec, dans la première étape, un travail que l'on va prendre à Gérard Figari de référentialisation pour comprendre ce qui est attendu dans le travail, dans le mandat. En fait, être designer, c'est assez compliqué. Il y a tout d'abord la première partie du mandat, je dois faire une montre de sport. On observe en classe des montres de même marque avec le modèle classique, le modèle sport, et on essaie d'identifier quels sont les codes qui permettent de dire que la montre de droite est une montre de sport. Ce travail se fait en collectif. On va parler de référentialisation collective dans ce cas-là, de manière à élaborer la liste des critères. Tous ces critères vont guider les élèves, les étudiants, durant leur phase de création. Tous ces critères seront également utilisés comme critères d'évaluation à la fin du travail. Critères d'évaluation par l'enseignant, critères d'auto-évaluation par les étudiants. Mais il n'y a pas que le fait de faire une montre de sport, il faut en plus respecter l'ADN de la marque. Si vous observez ces 3 images chez Panerai, on voit bien que dans cette marque, on a tendance à jouer entre le rond de la lunette et le carré du boîtier de la montre. Et l'étudiant qui va devoir créer une montre sport chez Panerai va devoir garder, par exemple, ce code de forme dans la construction. C'est donc une deuxième contrainte pour le designer qui s'ajoute à une troisième contrainte qui est respecter la faisabilité. Pour faire ces montres, l'enseignant va imposer un modèle, un mouvement de montre que l'étudiant va devoir être en mesure d'intégrer à l'intérieur de son projet. Deuxième étape, on va se mettre en activité pour créer des montres. Alors, je ne vais pas vous montrer des films d'étudiants en train de dessiner des montres, je vais vous montrer juste 2 productions. C'est très rapide comme démonstration, mais par contre, sachez que ce travail dans l'école d'horlogerie dure environ 5 semaines. 5 semaines à plein temps. Il y a donc à peu près 150 ou 200 heures de travail par chaque étudiant pour arriver à cette qualité de réalisation. Ici, on a un modèle qui est pris chez Roger Dubuis, et ici, un modèle inventé pour la marque Zenith. Une fois que ces modèles sont créés, on va se retrouver à la partie d'auto-évaluation. Et puis ici, il y a une dimension qui est extrêmement importante. Au moment où l'étudiant va comparer sa réalisation avec le cahier des charges, l'ADN d'une montre de sport, l'ADN de la marque que je représente, il va devoir toujours prendre des décisions entre est-ce que je veux absolument correspondre à la marque ou est-ce que je veux aussi exister? Parce qu'en fait, pour le designer, il y a un dilemme assez important. Si je rentre trop dans les codes de la marque et trop dans l'attente de la montre de sport, on va peut-être pas reconnaître le designer lui-même. J'ai besoin de m'écarter un peu de la norme pour pouvoir exister. Donc, tout ce travail va être un travail d'observation des différents critères, sport, marque, faisabilité, avec les propres productions des étudiants, de manière à voir les points de convergence et les points de divergence.
Notre travail actuel se base sur l'analyse que font les étudiants de leur production. Nous leur demandons de s'enregistrer en expliquant ce qu'ils ont voulu faire dans la création de montres. Alors vous avez ici un extrait de ce qu'un étudiant dit de sa création. Je ne vais pas vous faire écouter certains extraits, enfin certains enregistrements durent plus de 10 minutes, mais vous verrez la richesse des propos lorsque l'étudiant parle de sa montre. J'ai pris cet exemple ici parce que lorsque vous écouterez ou si vous lisez un peu les verbatims que vous avez sous les yeux, vous verrez que cette personne, elle fait des choix d'après un critère. La montre telle et telle demande, la marque telle et telle demande ça, alors je l'ai fait. C'est un modèle de sport, alors je l'ai fait. C'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est toujours un critère appliqué à une prise de décision. Alors que l'étudiant suivant, lui, il est dans un niveau de discussion qui est beaucoup plus intéressant pour nous, et d'ailleurs sa production est plus intéressante, c'est qu'il est capable, au moment de son auto-évaluation, de faire dialoguer les différents référents ou les différents référentiels. Il est capable de se dire, parce que c'est une montre Roger Dubuis, j'aurais dû faire de telle manière, mais comme c'est une montre de sport, je vais partir plutôt dans telle direction. Mais comme j'ai envie d'exister, je vais ajouter une couleur qui n'est pas tout à fait la même que celle que Roger Dubuis utilise d'habitude. Il est donc dans cette capacité, on pourrait dire, de dialoguer, de faire dialoguer les différentes normes entre elles. Je reviens donc à ce schéma que j'avais au début de mon intervention pour vous montrer que finalement, on a un système de référence, un système de valeurs que l'on essaie de faire découvrir aux étudiants dans ce travail de création de montres. Il y a plusieurs systèmes de valeurs, celui de la marque, celui de la montre, celui de la réalisation ou capacité à réaliser la montre. Il y a également quelque chose autour de la finance. On ne peut pas imaginer des montres à n'importe quel prix. Et ce besoin de jouer avec ces différents systèmes de valeurs pour choisir un référent, avoir des points qui vont être les points sur lesquels on compare la production. Et puis la production, elle, va se retrouver à ce moment-là mise en dialogue avec ces différentes dimensions. Dans cet exemple d'émancipation, donc émancipation et évaluation, je vous ai montré un exemple qui est basé principalement sur de la formation professionnelle. Mais il faut savoir que, comme vous l'avez peut-être lu au début de la présentation, tout le dispositif est construit sur ce que Michel Vial appelait l'évaluation formatrice. Et l'évaluation formatrice, telle qu'elle a été mise en œuvre au collège par Georgette Ndiati, était conçue pour des cours de français, des cours de maths. On se retrouve finalement à comparer son travail à une norme, mais c'est pas obligatoire que cette norme soit quelque chose de visible ou de concrète. J'ai pris ici l'exemple de l'évaluation formatrice autour du design horloger parce que pour les besoins de la présentation, c'est beaucoup plus agréable de regarder des modèles de montres que de regarder des lignes d'écriture ou des lignes de mathématiques. Voilà, je termine mon intervention par cette dernière diapositive. Je vous laisse découvrir les propos de Julien. Et quand vous voyez les propos de Julien, en fait, moi, ça m'a beaucoup rappelé mon expérience en tant que jeune, quand j'avais 17 ans, 18 ans, et que j'ai pris la décision de m'inscrire à un examen. J'ai pris la décision de passer mon permis de conduire. Et quelque part, derrière l'évaluation formatrice, on a cette dimension. J'ai décidé de vouloir conduire une voiture, j'ai décidé de m'inscrire à un permis et maintenant je suis en train de m'entraîner pour essayer d'y arriver. On retrouve cette dimension-là derrière, c'est finalement l'élève qui décide de me rendre sa montre maintenant ou de décider de travailler encore, faire évoluer encore son modèle pour que sa production soit meilleure. Voilà, je m'arrête là et c'est très volontiers que je réponds aux questions. Merci beaucoup. On a une question, Julie.
Discussion, mais voilà, moi j'ai une question à vous poser, puisque vous avez parlé du rapport à la norme de comparaison, donc du résultat à une norme. Mais si j'ai bien compris, est-ce que cette norme renvoie à des éléments collectifs, c'est-à-dire des critères qui sont relatifs à la marque? Vous avez parlé d'ADN de la montre, et en plus à des aspects personnels, donc on a vraiment les deux à la fois? Oui, on a vraiment les deux à la fois, c'est-à-dire que on travaille de manière collective avec les designers sur quels sont les critères qui permettent de dire si une montre est une montre de sport ou pas. Ça, c'est la première démarche, et là, c'est des critères collectifs qui vont être utilisés pour l'évaluation en fin de parcours. Il y a une deuxième partie qui est un travail individuel. Chaque étudiant prend en charge sa propre marque de montre et va retrouver les critères pour chacune des différentes marques de montre. Qu'est-ce qui définit Rolex ou qu'est-ce qui définit Panerai, pour prendre un exemple que l'on avait tout à l'heure. Puis, la troisième dimension va être une dimension de nouveau collective, qui est la dimension de faisabilité. Est-ce que la montre proposée peut réellement être réalisée? Reste maintenant le travail avec lequel nous avons décidé d'aborder cette nouvelle année et nos réflexions avec Julien, c'est comment réussir à permettre à chaque designer de garder en tête le référentiel qui lui permet de se définir lui-même. Ça paraît assez bizarre de dire comme ça, mais quand on voit une voiture dessinée par Pininfarina, que l'on voit une casserole dessinée par Alesi, qu'est-ce qui nous permet de savoir que c'est une casserole Alesi ou une voiture du célèbre dessinateur italien? Et puis, on aimerait aider nos jeunes petit à petit à être capables de prendre conscience du référentiel qui permet de définir leur propre style, on pourrait le dire de cette manière-là. On n'a pas fini, mais c'est vraiment captivant. Alors, Merci beaucoup. merci. Une question de la part. J'ai une autre question. Je veux revenir plutôt sur. Vous avez dit à la fin que vous avez pris cet exemple parce qu'effectivement, en termes de présentation, il est plus facile à montrer et il est en même temps très intéressant. Mais vous dites c'est utilisable, c'est transposable dans toutes les disciplines, y compris les disciplines générales. Moi, j'ai un peu de mal à voir comment, sur, par exemple, la résolution d'un problème de mathématiques qui n'admet qu'une seule solution, j'ai un peu de mal à voir comment chaque élève pourrait éventuellement mettre en évidence sa patte, sa singularité, son style, comme vous l'avez souligné dans l'exemple de la montre. Alors, pour répondre à cette question, deux éléments. Le premier, c'est que je vous ai partagé dans le chat le support de présentation que j'ai utilisé. Vous retrouvez dans la bibliographie les références à l'article de Georgette Nunziati. Il est en libre service sur Internet. Et c'est une première manière de répondre, c'est de vous conseiller d'aller voir ce texte de Georgette Nunziati qui parle de l'enseignement du français avec l'évaluation formatrice. Dans cette situation-là, on ne fait pas créer les critères aux élèves, mais on leur fait comprendre les critères. C'est déjà une première étape. Dans la formation professionnelle, on a des élèves plus âgés qui sont volontaires dans la formation. On travaille sur cette création de critères, mais la capacité de comprendre les critères qui sont utilisés pour apprécier si la résolution de problème est bonne ou bien pas. La qualité de la réponse, l'explication des différentes démarches, etc. On le sent bien. Puis quand on parle de ça, on sent que derrière les différentes étapes par lesquelles on va passer, nos élèves peuvent passer par plusieurs chemins pour résoudre le même problème. Plusieurs chemins pour résoudre le même problème. Et finalement, c'est mon style qui va faire que moi, Christophe, je dessine d'abord avant de calculer. Par contre, pour une autre personne, je pars par une formule avant de me mettre à comprendre ou à résoudre le problème. Et quelque part, on voit déjà que même dans les mathématiques, on arrive à voir pointer le style des personnes. Avec moins de liberté que dans le design horloger, bien évidemment. Merci. Encore une question, Christophe. Est-ce que ce système d'évaluation implique nécessairement d'être en mode projet? Sinon, comment garantir la dimension émancipatrice? Je crois effectivement qu'il est difficile d'imaginer un enseignement émancipateur sans être en mode projet.
Le travail en formation professionnelle, mais le travail aussi, je suis issu de l'enseignement primaire, le travail également avec les élèves gagne beaucoup plus en sens lorsque l'on est en projet, mais surtout lorsque l'on est en projet, on permet et à l'enseignant et aux élèves de mobiliser la notion de situation dans laquelle on peut travailler des compétences. Et quand on n'est pas en projet, on est assez rarement, pas jamais, hein, mais assez rarement en train de travailler au niveau des compétences. C'est pourtant le mandat que nous recevons comme enseignants ici en Suisse, en tout cas. Mais pas seulement, je le sais. Bien, merci beaucoup, Christophe. Merci à tous nos invités de ce